J'en ai assez de toute cette folie belliciste, je ne peux pas me taire, je ne veux pas mal paraître, Marjane. Et j'espère que mes années en tant que correspondante de guerre dans le Donbass, en tant que personne qui a été directement, pratiquement en train de vivre à l'intérieur d'un conflit armé, en ce moment je continue à le faire. Je suis toujours dans le Donbass et je continue à faire des reportages d'ici. J'espère que mon expérience servira à ouvrir les yeux du plus grand nombre possible de personnes. Parce qu'aujourd'hui, je viens ici pour vous montrer des images inédites de ce que nous allons forcément devoir vivre. La grande majorité des personnes qui ont même un tout petit peu à voir avec ce conflit qui se rapproche de plus en plus entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, nous vivons la guerre de l'OTAN contre la Fédération de Russie qui se déroule sur le sol ukrainien. Mais maintenant, la folie belliciste de l'Union européenne atteint son niveau maximal. Plusieurs pays font déjà état de leur volonté à partir d'ici d'introduire même le service militaire obligatoire. Nous parlons de l'Allemagne, nous parlons de la Belgique. Nous allons voir maintenant quelques cas plus particuliers, mais surtout, ce dont nous parlons, ce sont de conditions très concrètes, par lesquelles devra nécessairement passer toute personne qui voudra entrer en guerre contre la Fédération de Russie. Et pour que cela soit encore plus clair, c'est impossible. Je répète, je vais sortir de mes archives et je vais vous montrer maintenant des images inédites de ce que signifie réellement s'engager en ce moment dans un conflit militaire de cette ampleur. J'espère que vous êtes prêts pour ce qui va suivre à partir de maintenant, car c'est la preuve visuelle de ce qui attend ces mobilisateurs de l'OTAN, ces mobilisateurs. Maintenant, ils sont censés protéger les frontières de l'Union européenne. Qu'un jour comme aujourd'hui, la population ukrainienne, sans le vouloir ni le souhaiter, peut se retrouver directement en première ligne du front. Alors, la réalité sera celle que je vais vous raconter maintenant. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour suivre l'actualité internationale, notamment sur le conflit ukrainien. Mais surtout, pour que la propagande occidentale ne te trompe jamais, ni ne t'entraîne dans une guerre absolument inutile. Nous commençons, comme d'habitude, par le début, un minimum de contexte et nous passons directement aux images. Comme vous le savez bien, la rhétorique de plus en plus belliciste de l'Union européenne, de l'Occident collectif en général, mais de l'Union européenne en particulier, devient de plus en plus claire. Dans ce sens, plusieurs pays se sont déjà exprimés à ce sujet. Tout d'abord en Allemagne. Ils parlent de certains examens médicaux que la population devra passer à partir de maintenant dès l'âge de 18 ans. Bien sûr, nous parlons de ceux qui iront faire le service militaire qui pour le moment ne sera pas obligatoire, loin de là, assurent les autorités allemandes. Ce sera sur la base du volontariat, mais bon, c'est le gouvernement lui-même. En fait, il ajoute que dans le cas où il n'y aurait pas assez de volontaires, eh bien là oui. Effectivement, nous allons parler d'obligation. Nous parlerons d'obligation. Oui, en plus d'une obligation très particulière, puisque le service militaire pourrait devenir obligatoire en Allemagne. Par tirage au sort, oui, essentiellement, comme être membre d'un bureau de vote en Espagne aujourd'hui, ce qui, de toute évidence pour l'Union européenne, devient pratiquement la même chose que de finir par participer à un conflit armé. En Belgique, la situation évolue de façon similaire. Le gouvernement du pays a déjà envoyé pas moins de 149 000 lettres à la population à partir de 17 ans en particulier, je crois d'ailleurs, à la population de 17 ans. En effet, c'est pour essayer de recruter ces volontaires pour le service militaire qui n'est pas encore obligatoire. Mais tout indique qu'en effet, cela pourrait bien finir par le devenir. En Pologne, c'est la même chose. Les politiciens préparent déjà le terrain et ils disent qu'il est absolument impossible, absolument nécessaire de rétablir le service militaire obligatoire pour protéger les frontières de l'Union européenne. Oui, vraiment protéger. Celui qui le décrit le mieux
et peut-être le président serbe, et je cite textuellement, « Tout le monde se prépare à une possible guerre entre l'Europe et la Russie ». Au fur et à mesure que j'analyse les faits, j'en viens à la conclusion que la guerre entre l'Europe et la Russie devient de plus en plus évidente. Ce n'est pas une information en l'air, tout le monde s'y prépare déjà. Cela a été déclaré par un général extrêmement responsable. Cette citation appartient au dirigeant de la Serbie, M. Vučić, qui a avoué que le pays se trouvait dans une position extrêmement délicate, comme entre l'enclume et le marteau. Dmitri Peskov confirme effectivement qu'en Russie, on est conscient de cette tendance. Moscou partage l'avis du président serbe Vučić concernant la montée des sentiments pro-militaires en Europe. L'augmentation des budgets militaires des pays européens entraîne une forte pression sur leurs économies et des conséquences plus graves. En même temps, la Fédération de Russie a toujours compris qu'il existe un danger de guerre et a pris des mesures pour sa propre sécurité. J'ajoute de ma part que bien sûr, elle continuera à prendre des mesures pour sa propre sécurité. Mais ici, au-delà de la sécurité de la Fédération de Russie, qui en fin de compte est un pays indépendant et souverain, qui en fait défend déjà cette même souveraineté en affrontant toute l'OTAN sur le territoire ukrainien. Nous devons parler de la sécurité de ce qu'on essaie à tout prix de vendre. Le récit selon lequel la militarisation de plus en plus croissante et galopante de l'Union européenne est la seule voie possible, et qu'affronter la Fédération de Russie en serait la seule issue. Les responsables politiques européens, eux, assurent que cela finira par arriver. Tout simplement parce que c'est ainsi que va agir la Fédération de Russie. Depuis la Russie, Vladimir Poutine confirme pour la énième fois qu'il n'a aucune intention d'attaquer l'OTAN ni aucun de ses membres. Doivent-ils se serrer la ceinture pour contrer la Russie en oubliant leurs propres intérêts, en les sacrifiant et en agissant à leur propre détriment? Mais vous savez, les élites dirigeantes de l'Europe unie essaient d'attiser l'hystérie. Ils disent que la guerre avec la Russie est imminente et ils ne cessent de répéter ces balivernes encore et encore. Vous savez, je regarde et j'écoute ce qui a été dit, mais je suis déconcerté. Peuvent-ils être sérieux? Peuvent-ils croire à ce qu'ils disent, que la Russie essaie de les attaquer? C'est impossible à croire. Et ils essaient de convaincre leur propre peuple de cela, et ils peuvent être incompétents, tout simplement incompétents. S'ils y croient, parce qu'il est impossible de croire à ces absurdités, ou ils peuvent être assez honnêtes parce qu'eux-mêmes n'y croient pas, mais essaient de convaincre leur propre peuple. Calmez-vous, dormez tranquillement et essayez de prendre vos problèmes en main. Fait donc la promotion de cette folie belliciste, je pense que c'est plus que limpide. Et ici, il y a plusieurs points à souligner avant d'aller directement aux images qui, je vous le promets, vont vous laisser absolument sans voix. Tout d'abord, tout ce qui a été mentionné précédemment représente un changement de paradigme, en fait, l'échec total et absolu du paradigme précédent de deux, pour être exact, le militaire et le social. D'une part, tout miser sur l'idée d'armée plus petite, mais aussi plus professionnelle, en renonçant au service militaire obligatoire. Cela dit, en Fédération de Russie, il reste aussi vigoureux qu'il y a des années. Maintenant, avec les faits en main, on peut déjà affirmer de façon détournée que, de la part de l'Union européenne, c'était une grave erreur. On a pensé un moment que les technologies finiraient par résoudre n'importe quel conflit et que celui qui disposerait le plus de ces mêmes technologies finirait par gagner n'importe quel conflit. Mais vous voyez, l'axiome par excellence des guerres actuelles, c'est que les guerres continuent d'être gagnées sur le champ de bataille. Et donc la place principale dans toutes ces guerres est occupée par l'infanterie. Cela a coûté cher, mais dans l'Union européenne, ils commencent à s'y engager et à comprendre. En plus de l'échec de son modèle militaire, il échoue aussi dans de nombreux autres domaines. Mais ici, nous n'allons citer ni l'économique ni d'autres,
mais tout particulièrement si nous parlons du modèle social, le pari sur l'agenda 2030, et ces nouvelles idéologies qui viennent faire tout sauf rendre à la population des pays de l'Union la plus patriotique. Mettre le beau jardin européen dans une position très délicate, en fait dans une impasse. Et si ce que l'on veut, c'est réaliser ces vagues, les unes après les autres, de mobilisation obligatoire. Pour finir par affronter la Fédération de Russie sur le champ de bataille, plusieurs questions doivent être posées, mais en termes sociaux, principalement deux, et donc répondre à deux questions absolument essentielles. Qui peut se battre et qui va gagner? Le cas, nous faisons référence aux deux groupes du spectre européen. Autant la gauche que la droite auront pas mal de réticences lorsqu'il s'agira d'aller au front. La gauche a largement adopté l'agenda 2030 et l'idéologie woke, et n'est donc plus capable de se battre. Oui, il est possible que quelqu'un découvre maintenant la bicyclette, mais aller à la Gay Pride et aller à la guerre sont deux choses, disons franchement opposées. D'un autre côté, qui voudra aller au front? Ici, nous devons parler du droit que cet agenda 2030 dans sa majorité ne peut tout simplement ni voir ni sentir. Et, en fait, il serait ravi de l'effondrement total de ce que représente actuellement l'Union européenne. Par conséquent, pourquoi iraient-ils exactement au front pour défendre leurs valeurs? Oui, ayant vu les précédents effectivement mis en place entre le nouveau plan patriotique de mobilisation, d'abord volontaire, puis probablement obligatoire, et il se pourrait qu'à la fin il soit total. Ce que j'aimerais souligner ici, et c'est précisément pour cela, pour ce que je fais. Cette vidéo porte principalement sur la dureté des conditions auxquelles on finit par être confronté au front. Parce que la grande majorité de la population de l'Union européenne, jusqu'au conflit, ne savait même pas situer l'Ukraine sur la carte. Et pour cela, en fait, je ne leur en veux pas. Je ne les juge pas. Je ne les critique pas. C'est tout à fait normal. L'Ukraine n'a aucune importance pour eux. Ce qui se passe, c'est que la propagande occidentale leur a fait croire le contraire, mais c'est précisément là que réside tout le danger. Maintenant, toute la machine de propagande très occidentale fait tout son possible pour les en convaincre. Toutes ces étapes de mobilisation de la population, d'investissement dans l'armement autant que possible, de construction d'une défense soi-disant forte, pratiquement invincible, surtout face à l'insignifiante Fédération de Russie, peuvent finir par les amener, sans qu'ils le veuillent, exactement au même point où se trouvent aujourd'hui les Ukrainiens, à se battre jusqu'au dernier Européen. En Russie, nous disons qu'être averti, c'est être armé. Alors voici, sous forme d'images graphiques, directement du Donbass, mon avertissement personnel. Je couvre le conflit en Ukraine depuis, et au total, j'aurais vécu ici pendant plus d'1 an. J'ai littéralement tout vu. Comme vous, je trouve que certaines images ne sont pas très marquantes car elles ne deviennent pas morbides. Mon travail n'est en fait jamais devenu morbide, mais précisément pour avertir la population occidentale qui finit par attendre au cas où elle ne se réveille pas avant et ne dise pas assez. Nous ne voulons aller à aucune guerre parce que cette guerre de l'Union européenne contre la Fédération de Russie que maintenant les médias occidentaux. La Seconde Guerre mondiale est passée il y a longtemps. Et ce qui se vit en ce moment en Ukraine y ressemble le plus, quelque chose que la population européenne a pratiquement complètement oublié. Voici les images des plus grandes usines de Mariupol, qui a probablement été l'un des lieux les plus symboliques au moment de sa prise par l'armée de la Fédération de Russie. Elles nous montrent d'abord, de façon évidente, l'état de destruction. Nous sommes dans Lilychan. Lilychan a récemment été expulsée par les troupes de la République populaire de Donetsk ainsi que par l'armée russe. C'est une guerre aux caractéristiques actuelles qui, avec la force du conflit ukrainien, détruit absolument tout sur son passage. Les deux camps, bien sûr, ont dû traverser un véritable enfer. Des bombes, des missiles qui tombent, des drones volants qui contrôlent désormais pratiquement tout l'espace aérien disponible. La faim, la soif, des conditions médicales terribles, tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg de ce que signifie réellement entrer dans une guerre totale.
Les conditions que vous voyez sur les images sont celles dans lesquelles se trouve la grande majorité des soldats ukrainiens. À l'usine Illich en particulier, ceux qui se sont battus étaient les soldats de la 36e brigade. Ils ont été vaincus, et pas de n'importe quelle façon. Cette image est... J'en ai choisi une des plus douces, et peut-être que je dois en couvrir certaines parties. Ces montagnes de cadavres étaient l'image habituelle dans pratiquement chaque recoin de cette usine. Il n'y avait plus de place, les morgues improvisées qui avaient été installées à l'intérieur ne suffisaient plus. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait nulle part où aller, il y avait des oiseaux dans les meubles, les jambes faisaient mal, il n'y avait nulle part où aller. Alors, les soldats ukrainiens avec des cathéters, avec les pansements, des jambes sans tête, la grande majorité d'entre eux dans un état de décomposition avancée, étaient allongés, entassés dans tous les espaces libres qu'il y avait. Certains des civils habillés? Ils ont changé, certains d'entre eux ont changé pour se camoufler. Pour, bien sûr, ajouter les conditions dans lesquelles ces soldats devaient combattre, et donc ils devaient aussi vivre. Peut-être dans ce sens le plus représentatif que j'ai vu, et ce que l'on n'imagine sûrement pas. N'allons pas chercher loin. Les images que nous avons pu enregistrer à Azovstal ne sont pas occidentales. À ce moment-là, les journalistes n'avaient toujours pas accès à l'usine en question. En fait, peu d'entre eux ont fini par y arriver. Nous avons pu entrer et comme le montrent les images, nous avons trouvé une destruction totale. Un endroit absolument immense, aussi immense en fait qu'inhospitalier. Nous sommes toujours à Azovstal. Regardez comme c'est absolument immense. C'est là, c'est comme une ville à l'intérieur d'une autre ville qui est Mariupol, qui abritait des corps en masse, du matériel brûlé, de toutes sortes. Des rats et cafards à emporter. Regardez. Ici encore. Quelques munitions. Celles-ci sont des grenades. D'accord, c'est de l'eau. Ils avaient bien de l'eau et de la nourriture. Je trouve quelque chose. Nous avons trouvé ce qu'il y avait dans les caves voisines, dans les plantations, là où nous pouvions trouver quelque chose. C'était pareil pour les cigarettes, la nourriture, l'eau, tout. Nous ne les avons pas jetés car nos drones First Person View les frappaient au sol. 2 ou 3 morceaux au maximum. Et puis, bon, combien de positions y a-t-il? Les gars disaient que personne n'a de livraison par radio. J'ai entendu. Nous nous sommes cachés dans des sous-sols, dans des buissons. Si quelqu'un essayait de courir là-bas, quelque chose, eh bien, des First Person View ou une couverture, ou avec ceci, ou un mortier. Et on nous a dit, asseyez-vous, tout va bien, comme ce rapport, tout ira bien, on va sortir, et ainsi de suite. Non, rien, les gars sont arrivés, je leur ai demandé s'ils étaient russes, ils ont confirmé. Ils ont demandé, vous vous rendez? J'ai répondu, et vous? Eh bien, est-ce qu'on va se moquer de toi là-bas? Ils disent, non, je dis, bon, d'accord, je rends mon arme. Je viens de réaliser que, on nous avait jetés et que, c'était déjà inutile. Allonge-toi simplement par terre, sans rien, parce qu'on t'a jeté. J'ai dormi. Là où tu mangeais, et quand tu pouvais dormir à cause de l'état de destruction que tu vois. Regarde. Les lits étaient là. Tout est plein de cendres, vraiment tout. Impressionnant. Cet endroit témoigne des attaques constantes et massives de la Fédération de Russie. Là-bas, la force aérienne brésilienne a effectué de nombreux survols. En fait, les militaires ukrainiens eux-mêmes qui ont fini par se rendre parce qu'Azovstal était complètement encerclé. De là sont sortis 2500 militaires ukrainiens, parmi lesquels, en fait, la grande majorité étaient des militants d'Azov, c'est-à-dire que les gars les plus coriaces de toute l'Ukraine ont reconnu que ce qu'ils avaient vécu, c'était l'enfer sur Terre. Ils avaient faim, ils avaient froid, ils avaient soif et surtout, ils avaient très peur. En général, ils se cachaient dans des sous-sols et en fait, quand ils ont fini par être évacués par le régime ukrainien,
Eh bien, lorsqu'ils se sont rendus à la Fédération de Russie, ils ont essayé de brûler la grande majorité du matériel militaire pour que la Russie ne puisse pas le récupérer. Ils ont alors dû vivre avec cette fumée constante. Beaucoup en ont été terriblement affectés, psychologiquement, mais aussi, bien sûr, il n'y avait pas les moyens nécessaires pour soigner les blessés. La souffrance qui était vécue et ressentie là-bas dans chaque centimètre était totale, et elle continuait de hanter cet endroit, même après avoir abandonné tous ses soldats. Eh bien, Absolument personne n'a vu cela. Je ne sais pas s'ils sont entrés par cette porte ou l'autre. Je ne sais pas s'ils ont cette porte. Non. Avez vu? J'avais imaginé quelque chose comme ça. Les enfants, mettez-le ici, je suis là, juste dans les catacombes. Voyons où nous sommes. Je marche sur de la cendre, je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je pense que c'est brûlé. Regarde. Des blessés, beaucoup de morts. Comme nous sommes encerclés, même de simples bandages, ce n'est absolument pas suffisant. Nous savions déjà être touchés par la chair et la destruction. En bref, il y avait un chemin de retour. Je vous assure que lorsque nous sommes arrivés, l'endroit était encore en cours d'aménagement. Des mines à certains endroits, des restes de soldats ukrainiens pouvaient être à la fois vivants et morts, parce que certainement, il fallait faire un nettoyage minutieux pour voir s'il restait un soldat retardataire qui aurait tenté de s'échapper. Par exemple, vers la ville de Mariupol par là, eh bien, qui sait, peut-être même jusqu'à la Fédération de Russie ou de retour en Ukraine. Il pouvait encore être dans l'usine, quoi que ce soit. Et quand nous sommes arrivés, j'ai été absolument bouleversée par ce que nous avons vu là-bas. Ils vivaient littéralement au milieu de la merde. Peut-être que ça paraît dur, mais c'est ça. Je ne suis pas là pour vous flatter, mais pour vous exposer la réalité d'un conflit armé. Et j'espère que cela aidera les gens à prendre conscience de ce qui va arriver à leurs enfants, maris et frères. Dans le cas où les politiciens fous de l'Union européenne finiraient par entraîner les pays de celle-ci dans un conflit ouvert contre la Fédération de Russie, la guerre n'est pas belle. Mais les armées qui essaient maintenant, par une mobilisation rapide, pour l'instant volontaire mais très probablement obligatoire à la fin, prépareront ces hommes à la réalité que je vous montre dans ces images. Les deux seules armées qui savent ce qu'est la vraie guerre, la plus proche de la Seconde Guerre mondiale, sont actuellement l'armée russe et l'armée ukrainienne. Aucune, sauf bien sûr les politiciens foudus, pour continuer à se battre dans ce conflit. Ils savent que c'est absolument inévitable qu'un accord soit trouvé, mais ils sont obligés de rester au front jusqu'à ce que Zelensky donne son bras à tordre ou doivent essentiellement capituler. Et non, je vais même avancer ici l'argument que l'armée russe est l'une des plus grandes, l'une des plus puissantes, l'une des mieux entraînées, celle qui a l'expérience du terrain dans de véritables combats. Aujourd'hui, tout cela ne sert absolument à rien, c'est le point principal. Le point principal, en fait, c'est l'Union européenne, dont la population n'est tout simplement pas préparée à vivre dans ces conditions, encore moins à y combattre. Je dirais que la grande majorité n'y est pas préparée, même pas les militaires de l'Union européenne. Il ne faut pas non plus mentionner les civils pouvant se mobiliser, en les trompant ou simplement en les forçant à une telle chose. Il y a des connaissances là-bas, une expérience suffisante, mais il n'y a pas assez de temps pour se préparer. Si le plan est vraiment de lancer la guerre en 2030, cela ne peut pas être réalisé ou mobilisé maintenant de manière totale et obligatoire pour la grande majorité des jeunes en Europe, tout simplement parce que ces nouveaux mobilisés ont besoin de formation, ont besoin de s'habituer à leur nouvelle réalité. Mais surtout, une fois qu'ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont peut-être, par exemple, dans la pays baltes, c'est peut-être pourquoi ils ont été si joyeusement annexés à l'Union européenne. Des citoyens de pays avec des langues différentes, des cultures différentes, des façons différentes de voir et de comprendre le monde, qui devront intégrer une armée unique et s'organiser concrètement, momentanément, et affronter l'une des plus grandes armées du monde aujourd'hui. Les images de ce que cela signifierait,
Les enfants de l'Union européenne, je pense qu'elles parlent déjà d'elles-mêmes. Je vais donc terminer ce rapport en paraphrasant une phrase célèbre que j'aime beaucoup. Que celui qui est sans péché jette la première pierre, ou que celui qui est libre du désir de vivre prenne le premier fusil.